Si vous appreniez l'existence d'un monstre appelé Predator X, vous penseriez à quoi? À quelqu'un de mystérieux? Peut-être à un membre des X-Men? Non, vous êtes à côté de la plaque. Le Predator X, alias Pliosaurus funkei, était une espèce de reptile marin de l'ordre des plésiosaures qui vivait sur notre planète il y a 147 millions d'années. Avec ses 12 mètres, le Predator X était l'un des plus grands prédateurs de son époque. Il avait un crâne énorme d'environ 2 mètres de long. Vous imaginez? Et c'est pas qu'une question de taille, ce prédateur possédait une morsure puissante 4 fois plus forte que celle d'un T-Rex. C'est du moins ce que pensent certains chercheurs, bien qu'il n'y ait pas beaucoup de données sur le Predator X. Sa force de morsure lui aurait sans doute permis de broyer des rochers ou même des voitures, s'il avait pu en trouver dans l'océan. Le problème, c'est que les nouvelles évoquant un ancien prédateur terrifiant ont tendance à vite échapper au contrôle de la science. Les paléontologues savent même pas à quoi ressemblait le crâne complet de la créature. Les ossements dont ils disposent ne suffisent pas à brosser un tableau complet de la situation. En d'autres termes, le Predator X était certes énorme et terrifiant, mais il est encore difficile de le décrire en détail. Ce que l'on sait, c'est que les membres de cette espèce avaient un cou court, un corps en forme de poire et 4 longs membres semblables à des pagaies qui permettaient à ces prédateurs de voler sous l'eau. Grâce à sa grande taille, un Predator X adulte pouvait s'en prendre à presque n'importe quelle proie, des reptiles marins aux poissons géants. En 2006, lorsque le Predator X a été découvert au Svalbard, les scientifiques ont aussi trouvé d'autres squelettes. Ils n'ont pas découvert une nouvelle espèce, mais tout un écosystème. À en juger par ces découvertes, l'ancien océan arctique regorgeait de prédateurs redoutables. Enfin, ne vous méprenez pas, il y a encore beaucoup de créatures dangereuses dans l'océan de nos jours. Mais à l'époque, les océans étaient bien plus effrayants. Leurs eaux étaient dominées par de grands reptiles marins qui se battaient férocement entre eux et qui chassaient les pauvres créatures sans méfiance. Ces prédateurs géants parcouraient les océans d'un pôle à l'autre. Aujourd'hui, ils ont laissé la place aux baleines, dauphins, marsouins, phoques et autres requins, mais à l'époque, les océans étaient le royaume des reptiles. Heureusement pour nous, il ne reste que très peu de reptiles marins. Crocodiles de mer, tortues et serpents de mer s'aventurent rarement près des côtes. La plupart de ces créatures terrifiantes ont disparu il y a des millions d'années et on n'a plus à craindre qu'un énorme reptile marin fasse du petit bois de notre bateau. Mais il reste inquiétant d'ignorer quelles autres créatures se cachent dans les profondeurs. D'ailleurs, les reptiles marins n'étaient pas les seules choses effrayantes dans les anciens océans. Leurs eaux étaient également peuplées de poissons géants dont certains chassaient les ptérosaures. En Bavière, dans le sud de l'Allemagne, on a découvert des fossiles vieux de 120 millions d'années. Ils n'appartenaient pas à un animal, ils formaient toute une scène, un poisson blindé attaquant un ptérosaure. Les scientifiques ont même pu reconstituer ce qui s'était passé à partir de l'analyse des restes fossiles. Ils pensent que le ptérosaure volait au-dessus de l'eau à la recherche de poissons et qu'au moment où il s'est approché pour attraper une proie, un poisson Astidorhynchus l'a attaqué. Il a saisi le ptérosaure par l'aile gauche et il l'a entraîné sous l'eau. En fait, les chercheurs ne pensent pas que les ptérosaures faisaient partie du régime alimentaire de ces poissons. Bien qu'il soit trop tôt pour en tirer des conclusions, certains éléments montrent que cette partie de chasse aux ptérosaures était une grave erreur de la part du poisson. Il a certes réussi à attraper le ptérosaure avec ses dents très espacées, mais il n'a pas pu desserrer sa mâchoire ni avaler sa proie en entier, car les ailes rigides et coriaces du ptérosaure sont restées coincées entre ses dents, comme du chewing-gum. Après avoir lutté contre le ptérosaure pendant quelque temps, le poisson a sûrement suffoqué et il est mort. Seul point positif de la situation, les scientifiques ont hérité d'un excellent fossile. Et oui, la mort atroce d'un ancien animal fait toujours le bonheur d'un paléontologue. En fait, les poissons se surestiment souvent, même de nos jours. Ça leur arrive car ils sont, disons, pas très intelligents. On trouve régulièrement des poissons morts parce que leur repas était trop copieux pour eux. L'une de ces histoires s'est produite en 2018. Au cours d'une promenade matinale en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie,
un pêcheur a trouvé dans des eaux peu profondes un énorme poisson-chat qui s'était étouffé en mangeant une dorade trop grosse. Le gigantesque poisson-chat mesurait environ 1 mètre de long et il pesait au moins 10 kg, mais c'était pas suffisant pour avaler une dorade de 45 cm. Apparemment, le poisson s'était coincé dans sa gorge et il avait bloqué l'accès à l'oxygène. Vous vous doutez du résultat. Mais laissons de côté les créatures marines et parlons plutôt disons des oiseaux. Phorus rhacos est l'un des animaux éteints les plus mystérieux qui soient. Pendant longtemps, on a pensé que cette créature mesurait entre 60 et 90 cm, jusqu'à la découverte d'un crâne en 2006. On le considère aujourd'hui comme le plus grand crâne d'oiseau jamais trouvé. Le bec mesure environ 46 cm de long, avec une extrémité très crochue. Il appartenait à un individu qui devait mesurer près de 3 mètres de haut, presque 2 fois la taille d'un homme adulte. Même un banal cacatoès est capable de nous trancher un doigt. Imaginez ce dont était capable un oiseau doté d'un bec aussi énorme. Phorus rhacos avait un cou épais, spécialement conçu pour donner des coups répétés. Les muscles de son cou étaient incroyablement puissants et lui permettaient d'enfoncer son bec crochu dans le corps de sa proie avec une force considérable, ne laissant aucune chance aux petits animaux. À l'aide de ses pattes, l'oiseau blessait et maintenait sa proie, tandis que son grand bec acéré servait de lame pour endommager les organes vitaux. Ce qui est le plus impressionnant chez Phorus rhacos, c'est que l'on pense qu'il était assez fort pour briser le crâne de ses proies à l'aide de son seul bec. Peut-être que les mammifères prédateurs choisissaient les forêts comme habitat pour éviter de croiser ces oiseaux agressifs dans les plaines. En effet, Phorus rhacos ne se contentait pas de tuer ses adversaires en quelques coups, il pouvait aussi courir vite. Les scientifiques estiment que cet oiseau était extrêmement rapide et qu'il pouvait atteindre la vitesse de 48 km/h. Bien que de nombreux chercheurs supposent que Phorus rhacos se nourrissait principalement de petits animaux de la taille d'un lapin, la structure de son crâne semble indiquer qu'il préférait des proies plus grosses. Heureusement qu'il n'avait pas de dents. À propos, vous vous êtes déjà demandé pourquoi les oiseaux avaient perdu leurs dents? Ça semble pourtant sacrément utile. Les scientifiques se sont posé la même question et une étude récente les a aidés à se rapprocher de la vérité. Comment vous imaginez le chaînon manquant entre le vélociraptor et la mouette? Une sorte de dinosaure volant qui chaparde les sandwichs? Ichthyornis dispar est l'un de ces chaînons manquants. Il vivait au Kansas à l'époque où c'était une mer intérieure, il y a entre 66 et 100 millions d'années. L'animal ressemblait à un oiseau de mer, comme une mouette ou une sterne. Mais cette créature avait deux choses que les mouettes modernes n'ont pas, des dents et une mâchoire musclée pour en faire bon usage. Tout ça permettait à notre oiseau de voler, d'attraper des poissons et des crustacés, de les mâcher et de les avaler. La partie supérieure de son bec était mobile, le reste du crâne étant immobile. Mais et après, il s'est passé quoi? Comment les oiseaux ont perdu leurs dents? Eh bien, il semblerait qu'ils soient tout simplement devenus plus intelligents. Les oiseaux modernes ont un cerveau assez grand par rapport à leurs ancêtres vélociraptors. Au cours de l'évolution, les oiseaux sont devenus plus intelligents, leur cerveau a grossi et la forme de leur crâne a changé car le cerveau avait besoin d'espace. Pour faire de la place à ce gros cerveau, les oiseaux ont dû sacrifier les muscles responsables de la mastication. Il n'y avait pas assez de place pour eux. Et quand on ne peut pas mâcher, on n'a pas besoin de dents. Une autre recherche offre une perspective différente sur les dents des oiseaux. Ils pourraient les avoir abandonnés pour accélérer l'éclosion des œufs. Alors que la période d'incubation des œufs de dinosaures durait plusieurs mois, les oiseaux modernes éclosent en quelques jours seulement, quelques semaines au maximum. En effet, il ne leur est pas nécessaire d'attendre que les dents de l'embryon aient poussé, un processus qui peut prendre 60% du temps d'incubation. Dans l'œuf, l'embryon est vulnérable aux prédateurs et aux catastrophes naturelles. Une éclosion plus rapide augmente donc ses chances de survie. Il faut choisir entre avoir des dents et s'assurer qu'on ne finira pas sous forme d'omelette. Certes, cette hypothèse n'explique pas pourquoi les bébés tortues qui n'ont pas de dents ont une très longue période d'incubation. L'alimentation pourrait aussi en être la cause. C'est Steve qui a découvert cette autre théorie.
Les premières espèces d'oiseaux étaient principalement carnivores, se nourrissant d'insectes ou de petits mammifères. Ils utilisaient leurs griffes ou leur bec acéré pour déchirer la chair et briser les os. Il faut admettre qu'il est difficile d'avaler de la viande quand on n'a pas de dents. Au fil du temps, cependant, de nombreuses espèces modernes sont passées à un régime omnivore comprenant des fruits et des graines qui ne nécessitent pas de mastication, donc pas de dents. Quant aux oiseaux qui mangent du poisson, j'y reviendrai dans un instant. Bien que les oiseaux aient perdu leur capacité à se faire pousser des dents il y a plus de 65 millions d'années, la famille des Pelagornithidae a trouvé le moyen de contourner ce problème. Ces oiseaux gigantesques, d'une envergure de 5 à 6 mètres, ont développé ce que l'on appelle des pseudo-dents. Contrairement aux vraies dents qui sont composées d'émail et de dentine et qui se trouvent dans des alvéoles, ces saillies creuses se formaient directement à partir de l'os. La disposition de ces pseudo-dents évoquait un sourire pointu et menaçant, parfait pour saisir et maintenir les proies. Les Pelagornithidae étaient si efficaces qu'ils ont dominé la plupart des océans pendant la majeure partie du Cénozoïque, l'ère dans laquelle on vit aujourd'hui. On les a d'ailleurs ratés à peu de choses près. Les derniers Pelagornithidae connus étaient contemporains d'Homo habilis. Les oiseaux modernes, quant à eux, n'ont pas de dents du tout. Lorsqu'ils mangent, ils avalent leur proie entière ou ils la coupent en morceaux à l'aide de leur bec acéré. Il existe toutefois des exceptions. Les oies, par exemple, ont dans le bec des crêtes dentelées qui ressemblent à des dents et fonctionnent d'eux-mêmes, mais qui n'en sont pas vraiment. Ces dentelures sont constituées de cartilage et elles font partie du bec et de la langue, et non de l'émail. Elles permettent aux oies de broyer plus facilement les aliments durs. Les manchots possèdent eux aussi des structures similaires constituées de pointes de kératine molle sur la langue et le palais. Les manchots utilisent ces pointes lorsqu'ils mangent des poissons glissants pour s'assurer qu'ils ne glissent pas de leur bec. C'est aussi le cas des toucans. Les dentelures sur les côtés de leur bec leur donnent un air intimidant lorsque ces oiseaux se battent entre eux. D'ailleurs, ces mêmes dentelures ont d'abord fait croire aux naturalistes que les toucans étaient carnivores. En réalité, ils se nourrissent de fruits, auxquels ils ajoutent parfois insectes, serpents, lézards, etc. Personne ne se doterait d'adaptations supplémentaires simplement pour varier l'ordinaire. Mais revenons aux créatures aujourd'hui disparues, heureusement pour nous. Vous avez certainement entendu parler des piranhas assoiffés de sang, prêts à dévorer vif tout animal qui tomberait dans l'eau. Bien qu'il s'agisse d'un mythe, il existait il y a 8 à 10 millions d'années un méga piranha. Il atteignait 71 cm de long et pesait jusqu'à 10 kg, soit 4 fois plus que les piranhas actuels. Mais sa taille n'était pas sa seule force. Même d'après les estimations les plus prudentes, sa force de morsure était 4 fois supérieure à celle des plus grands piranhas modernes. D'après les tests, les dents du méga piranha étaient assez puissantes pour pénétrer l'épaisse couche externe du fémur d'un bovin, la carapace d'une tortue et même l'armure de certaines espèces de poissons-chats. En théorie du moins, le méga piranha aurait pu manger des animaux à carapace dure ainsi que certains mammifères. Apparemment, c'est à la forme de ses dents qu'il le devait. Le méga piranha était une espèce transitoire et ses dents pouvaient non seulement couper et déchirer comme celles des piranhas modernes, mais aussi broyer. En bref, ses proies n'avaient aucune chance. Les experts estiment que le méga piranha possédait une force de morsure supérieure à celle de nombreux autres animaux, y compris certains superprédateurs aujourd'hui disparus. Certains affirment même que si l'on réduisait un T-Rex à la taille d'un méga piranha, sa morsure serait moins puissante que celle de ce poisson géant. Pas étonnant que ses descendants soient encore de bons mordeurs. Les recherches ont montré que la morsure du piranha noir moderne peut atteindre 320 newtons, plus que n'importe quel autre poisson osseux ou cartilagineux étudié à ce jour. Par rapport à sa taille, bien sûr, la force de morsure d'un tel piranha est en effet 30 fois supérieure à son poids. C'est plus qu'un alligator, à condition bien sûr de rétrécir l'alligator à la taille d'un piranha. Lorsqu'il est énervé, ce petit poisson peut mordre des barres d'acier
et endommager les filets de pêche en Kevlar lorsqu'il y est pris. Il existe cependant d'autres données. Des chercheurs spécialisés dans les requins ont enregistré une morsure record dans les eaux proches de l'île Major en Nouvelle-Zélande, infligée par un requin mako. Pour mesurer la force de sa morsure, les scientifiques ont utilisé un dispositif spécial attaché à l'extrémité d'une longue tige immergée. Au début, les morsures étaient relativement faibles, mais leur force augmentait rapidement à mesure que le prédateur s'excitait. Finalement, il a été constaté que le requin mako était capable de produire une force de morsure impressionnante d'environ 13 000 newtons. C'est bien plus que les autres espèces, y compris le redoutable grand requin blanc. Sa force de morsure n'est que de 10 000 newtons. Toutefois, le crocodile marin les surpasse tous. Il peut mordre avec une force de 17 000 newtons. Mais qu'en est-il de nos propres ancêtres, nos lointains arrière-arrière-grands-parents? En 1935, un anthropologue allemand voyageant à Hong Kong, qui était entré dans un magasin de médecine traditionnelle chinoise, y a vu des os utilisés pour la divination à l'allure inhabituelle. Intrigué, il les a achetés pour les étudier. Après un examen plus approfondi, il s'est avéré qu'il s'agissait de dents d'une espèce de singe géant baptisé plus tard Gigantopithèque. C'est ainsi que l'humanité a découvert ces primates géants qui peuplaient notre planète il y a des millions d'années. Le Gigantopithèque était sacrément grand. D'après les fossiles, il mesurait 3 mètres de haut et pesait 500 kg. Traditionnellement, le Gigantopithèque est représenté comme un singe massif, ressemblant à un gorille, doté d'une épaisse fourrure et de longs bras. En se basant sur la taille des mâchoires, on peut estimer le volume de son cerveau, qui devait être considérablement plus grand que celui d'un gorille. Ça signifie pas forcément que le Gigantopithèque était plus intelligent que les gorilles modernes, mais tout de même, la taille a son importance. Certains anthropologues estiment que les outils de pierre de grande dimension trouvés dans les mêmes couches géologiques que les fossiles de Gigantopithèque prouvent que cette espèce utilisait des outils à la façon des humains modernes. Ça voudrait dire que le Gigantopithèque possédait un certain degré d'intelligence et de dextérité manuelle, ce qui n'était pas le cas des autres primates de l'époque. En définitive, tout semble indiquer que le Gigantopithèque aurait pu évoluer en humain. Enfin, en un être semblable aux humains. On sait qu'on ne descend pas de lui. Quelles conséquences ça aurait pu avoir pour nos ancêtres? Si le Gigantopithèque n'avait pas disparu, il aurait pu entrer en concurrence avec notre espèce pour les ressources, car les grands primates ont à peu près le même régime alimentaire. Le Gigantopithèque aurait même pu sortir vainqueur de cette compétition, car quand on est un animal, être gigantesque est un avantage. On est moins vulnérable aux prédateurs et on peut parcourir plus de terrain à la recherche de nourriture. Peut-être que le Gigantopithèque nous aurait tout simplement surpassés. Eh bien, si la taille du Gigantopithèque était un avantage, elle a fini par le conduire à sa perte. Ça s'est produit il y a environ 100 000 ans lorsque le climat a changé au début de la dernière période glaciaire du Pléistocène. Le nouvel environnement comportait moins de fruits et plus d'herbes, de racines et de feuilles comme source de nourriture. En raison de sa grande taille, ce primate n'a pas pu s'adapter à ce nouveau type de nourriture, ce qui a conduit à son extinction. Mais nos ancêtres ont trouvé un moyen. Si le Gigantopithèque avait été plus petit, qui sait, il aurait peut-être survécu jusqu'à nos jours. Je me demande comment nos ancêtres auraient réagi face à un tel rival. Mais pour le meilleur ou pour le pire, il n'existe aucune preuve que des humains aient jamais croisé le chemin d'un Gigantopithèque. Il existe cependant une théorie intéressante selon laquelle ce primate était si grand qu'il a forcément laissé quelque chose derrière lui. On ne peut pas vivre sur Terre pendant aussi longtemps et disparaître sans laisser de traces, à l'exception de quelques dents et autres découvertes mineures. Certains en ont déduit que le Gigantopithèque aurait pu être à l'origine du légendaire Bigfoot. Pourquoi pas? Grand, poilu, ressemblant à la fois à un humain et à un gorille, ça fait penser au Bigfoot, non? Quelqu'un a peut-être trouvé un squelette de Gigantopithèque, ça a excité son imagination et aujourd'hui, des amateurs de surnaturel courent après le Bigfoot dans le monde entier.
Et ils sont tenaces, même s'il n'existe aucune preuve de l'existence du Bigfoot. Enfin, des auteurs de canulars ont bien sûr rassemblé tout un tas de preuves, mais il ne s'agit que de faux. Les empreintes de pas constituent l'une des preuves les plus courantes. C'est logique. Si le Bigfoot existe, il doit bien se promener quelque part. Mais il est aisé de falsifier des empreintes de pas si on a un peu d'imagination et qu'on sait se servir de ses mains. Apparemment, l'auteur de ce canular a simplement fabriqué 2 grands pieds en plâtre qu'il a fixés à ses chaussures, puis il a marché en faisant de grands pas. Il a peut-être même sauté pour que les empreintes soient plus profondes. Résultat, des empreintes de pas remarquablement similaires à celles qu'aurait pu laisser un Bigfoot. Enfin, la taille et la forme des empreintes présumées sont très différentes d'un coin à l'autre de la planète. Et il faut admettre qu'il est peu probable qu'il existe plusieurs espèces de Bigfoot sur Terre, toutes inconnues des scientifiques. Il est plus vraisemblable que plusieurs personnes aient décidé de fabriquer de fausses empreintes, indépendamment les unes des autres. Un autre type de preuve, souvent utilisé pour confirmer l'existence du Bigfoot, c'est les enregistrements audio. Rien de plus simple, quelques programmes de traitement vidéo ou audio, accessibles à n'importe quel débutant, permettent de produire des preuves uniques. Il en va de même pour les photos. La plupart de ces Bigfoot ne sont que des gens en costume de singe. Le film de Patterson et Gimlin de 1967 est censé être l'une des preuves les plus célèbres de l'existence de l'insaisissable créature. On analyse et on débat de ce film depuis des dizaines d'années. Et certains affirment sérieusement qu'il prouve l'existence du Bigfoot. Sérieusement, ils ont même des arguments. Tout d'abord, lorsqu'elle marche, la créature plie les genoux au lieu de les garder droits comme le font les humains. C'est le cas de tous les autres primates. Ensuite, les crédules font remarquer les ondulations de la peau et de la fourrure qui indiqueraient un mouvement, comme la chair d'un être bien vivant. Je sais pas comment ils arrivent à distinguer quoi que ce soit sur cette vidéo. Bien que les experts en effets spéciaux d'Hollywood affirment que la technologie de l'époque aurait permis d'atteindre ce degré de réalisme, les fans du Bigfoot ne se laissent pas décourager pour autant. Ils sont convaincus que quelque part sur notre planète vit une sorte de gigantopithèque qui aurait miraculeusement survécu. Bon, Steve et moi ne partageons pas leur point de vue. Voici maintenant l'aigle géant de Haast qui a lui aussi disparu. Cet oiseau était originaire de Nouvelle-Zélande qui, comme on le sait, possédait un écosystème très particulier avant l'arrivée de l'homme, presque dépourvu de mammifères. Il y vivait plus de 200 espèces d'oiseaux qui formaient à eux seuls toute la chaîne alimentaire. À la place des vaches et des antilopes, il y avait des oiseaux incapables de voler, les moas. Et au lieu de super prédateurs comme les tigres, la Nouvelle-Zélande avait l'aigle de Haast. Les biologistes estiment que l'aigle de Haast pesait jusqu'à 15 kg, soit 50% de plus que les plus grands rapaces modernes. En outre, il n'avait qu'une envergure de 2 à 3 mètres, soit un peu plus que celle du pigargue à tête blanche. Ses ailes courtes étaient sans doute nécessaires pour lui permettre de chasser dans les buissons et les forêts denses. L'aigle de Haast chassait des moas, une proie 15 fois plus grande que lui. Afin de s'attaquer à de si grosses proies, cet aigle avait un bec puissant pour déchirer les organes internes et des griffes semblables à celles d'un tigre. Ces malheureuses proies mouraient par hémorragie. Je ne souhaite à personne de rencontrer un tel prédateur. Malheureusement pour l'aigle de Haast, l'homme est arrivé en Nouvelle-Zélande vers 1280 après Jésus-Christ et il a commencé à chasser les moas. Au fil du temps, les humains sont devenus de plus en plus nombreux et ils se sont mis à représenter une concurrence sérieuse pour l'aigle de Haast. En 1400 après Jésus-Christ, la chasse exercée par les humains était si intense qu'elle a entraîné la diminution de la population de moas. Les aigles ont commencé à mourir de faim et l'espèce s'est éteinte. Au fait, puisque cet oiseau n'a pas pu rivaliser avec les humains, pourquoi avoir peur de lui ? Je vais vous rappeler une chose. L'aigle de Haast chassait des proies pesant jusqu'à 230 kg. À côté, n'importe quel humain a l'air d'un casse-croûte. Il existe d'autres preuves que l'aigle de Haast pouvait être dangereux pour l'homme. Les Maoris, qui vivaient en Nouvelle-Zélande à la même époque que cet aigle, ont des légendes qui parlent d'un oiseau mortel.
Ils pouvaient fondre de très haut et emporter des adultes et des enfants. Les scientifiques pensent aujourd'hui que ces récits évoquent l'aigle de Haast. Heureusement, aucun aigle n'enlève plus d'humains de nos jours. Peut-être parce que les humains sont des proies trop dangereuses, ou peut-être parce qu'il y a mieux, les chamois. Il y a quelques années, une équipe de tournage de la BBC a filmé un grand aigle royal en train d'attaquer des chamois adultes et d'en soulever un dans les airs. Puis, après s'être envolé, il a lâché le chamois qui est tombé sur des rochers en contrebas. Comme on pouvait s'y attendre, le chamois n'a pas survécu à la chute et l'aigle a eu droit à un festin pour le dîner, prêt à être dégusté. C'est un comportement inhabituel pour des aigles royaux. D'ordinaire, ils chassent des bébés chamois. Ils sont petits et inexpérimentés et donc plus faciles à attraper. Par ailleurs, un chamois adulte pèse 5 fois plus qu'un aigle royal. Les oiseaux doivent donc chasser en couple, mais le résultat en vaut vraiment la peine. Je réalise que chaque fois qu'un nouvel animal apparaît dans notre vidéo, je me dis qu'on a de la chance qu'il ait disparu et qu'il soit plus là pour nous manger. Mais nos ancêtres, eux, avaient la vie dure. Et je vais vous en donner un autre exemple, au cas où les précédents vous auraient pas encore convaincu. Il y a environ 350 millions d'années, bien avant les dinosaures, la planète était très différente. Une grande partie de l'hémisphère sud était couverte par le supercontinent Gondwana, qui comprenait l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Antarctique, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, ainsi que l'Arabie, Madagascar et le sous-continent indien. Ce supercontinent abritait de nombreuses créatures terrifiantes qui rendaient sûrement la vie de nos ancêtres particulièrement difficile. L'une de ces créatures était un poisson géant doté de crocs mortels. Cette créature de 2,70 m de long était le plus grand poisson osseux du Dévonien supérieur, la période allant de 359 à 383 millions d'années avant notre ère. Et bien sûr, cette grosse bestiole était un prédateur. Imaginez un énorme poisson prédateur à l'allure d'un alligator, mais avec un visage plus court. Il avait des rangées de petites dents dans la bouche, ainsi que des paires de grands crocs qui pouvaient atteindre 5 cm. Les chercheurs ont découvert les premières traces de ce poisson fossile en 1995, lorsqu'ils ont trouvé une série d'écailles fossilisées isolées. Et oui, de nombreuses découvertes de créatures gigantesques commencent par de minuscules détails. Les scientifiques ont fini par reconstituer un squelette complet et ils ont découvert que cet énorme poisson était un prédateur très vorace. Comment on peut déterminer ça à partir du squelette? Les chercheurs ont examiné ses nageoires et ils ont constaté qu'elles étaient orientées vers l'arrière du corps, ce qui signifie que le poisson pouvait effectuer une brusque poussée pour attaquer sa proie. Il chassait certainement des créatures à 4 pattes, des ancêtres très lointains de l'homme. Il a fini par disparaître il y a environ 359 millions d'années, et bien plus tard, l'homme est apparu. Mais pensez-y, les animaux ont toujours été en concurrence avec les humains, même avant que les humains ne soient des humains. Par ailleurs, nous sommes nous aussi des animaux. On participe donc également à la compétition interespèces. À plus.